le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Les premiers contrôles pour veiller au respect du couvre-feu. Pendant un mois, nous serons privés de sortie entre minuit et 5 heures. Une mesure plutôt bien respectée jusqu'ici. Les personnes asymptomatiques ne devront plus se faire tester, mais bien rester en quarantaine. Nous verrons avec Clémence Datte quelles sont les démarches à suivre. Première visite dans une prison pour le nouveau ministre de la Justice. L'occasion aussi de voir le dispositif anti-Covid mis en place. Laurent Rare nous en parlera dans un instant. Les Irlandais doivent se reconfiner. C'est le premier pays européen à prendre de nouveau cette mesure radicale. Nous y serons en direct avec Emmeline Vin. Et puis 200 emplois menacés chez Ryanair Belgique. C'est plus qu'annoncé en juillet dernier. Explication dans ce journal avec Alexis Gonzalez. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le couvre-feu est donc entré en vigueur. Interdiction de sortir de chez soi entre minuit et 5 heures. Le gouvernement en a décidé ainsi. Et en cas de non-respect des règles, eh bien, la police peut verbaliser. Retour sur cette première nuit avec Patrick Michal et Fabrice Gérard. Quelques mots d'explication par rapport au couvre-feu. Donc Faire respecter un couvre-feu entre minuit et 5 heures du matin. C'est une première pour ces policiers de la zone Bruxelles, capitale XL. Il est près de 23 heures, les dernières consignes sont données. D'abord, on va vraiment leur expliquer, leur dire, voilà, attention, il va être minuit, et leur expliquer qu'entre minuit et 5 heures, les gens doivent se trouver maintenant chez eux, sauf s'ils ont une raison valable d'être sur l'espace public. Le message est plutôt bien passé. Les rues du centre de la capitale sont quasiment désertes. À quelques minutes des 12 coups de minuit, ces deux touristes profitent de la splendeur du décor. C'est vraiment exceptionnel, il n'y a personne et c'est juste magnifique. On profite effectivement de conditions vraiment très particulières. On a bien fait de venir. On a 8 minutes à pied, on sera rentré et voilà. On ne sera plus dans les rues de Bruxelles à minuit. Et puis il y a les plus fragiles, ceux qui sont à la recherche d'un abri pour passer la nuit. D'abord, est-ce que vous êtes au courant qu'entre minuit et 5 heures du matin, vous ne pouvez plus être dans la rue? Non, je ne suis pas au courant. Je vous le dis, ça rentre en application maintenant. Ça fait un quart d'heure. Ça va? Donc si vous restez dehors, ça va vous causer des problèmes. Minuit et demi passé, fini la prévention. Ceux qui sont en rue sans motif valable sont systématiquement verbalisés. C'est le cas de ces deux jeunes gens à vélo. Oui. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites en rue? Nous rentrons à la maison. Et vous venez de où? De la Chorale. Eh bien, on va devoir vous demander votre carte d'identité. Oui. Parce que vous savez que vous ne pouvez plus vous trouver sur l'espace public à partir de minuit. Non, ici, on ne se pose pas la question. Les mesures du gouvernement sont claires. De minuit à 5 heures du matin, il n'y a personne en rue. Sauf si on a une excuse valable pour être sur l'espace public. Maintenant, voilà, si les gens n'ont pas de raison d'être en rue, on verbalise. Point. Pour cette première nuit de couvre-feu dans le centre de la capitale, la police n'a dressé qu'une vingtaine d'amendes de 250 €. Reste à voir si la mesure sera aussi bien respectée dans les prochains jours et les prochaines semaines. Limiter les sorties donc et les contacts sociaux pour faire baisser les courbes, c'est bien sûr l'objectif. Alors pour le moment, ces mesures n'ont pas encore d'impact au niveau des chiffres du Covid. Regardez les tout derniers 2774 patients sont hospitalisés, hausse de 34% sur la journée d'hier. Au niveau des cas, 8227 ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Enfin, la Belgique compte aussi 30 décès supplémentaires. Et en augmentation également le nombre de tests effectués chaque jour au point de saturer les centres de dépistage. Les autorités ont donc décidé de ne plus tester les personnes asymptomatiques et ayant eu un contact rapproché avec un cas positif. Alors Clémence Datte, vous allez nous éclaircir sur cette situation. Tout d'abord, peut-on décider soi-même de se mettre en quarantaine? Eh bien non, c'est toujours votre médecin généraliste qui, de préférence à distance, va décider si vous devez ou non vous mettre
en quarantaine, il va vous délivrer un certificat de quarantaine. C'est une obligation envers votre employeur. Le télétravail devient alors la règle, si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, eh bien, vous pourrez bénéficier d'allocations, d'indemnisation de chômage temporaire. Alors cette quarantaine, combien de temps doit-elle durer ? Eh bien, vous devez rester chez vous 10 jours ou en tout cas dans un endroit isolé. Ça veut dire que vous ne devez pas sortir de chez vous, sauf en cas de nécessité. Alors ça peut être par exemple pour aller à la pharmacie, pour des soins médicaux urgents ou encore pour aller faire des courses alimentaires. Mais ça, c'est évidemment si personne ne peut le faire à votre place. Enfin, qu'en est-il des personnes vivant sous le même toit ? Eh bien, c'est là que c'est le plus compliqué peut-être, car pendant cette période de quarantaine, vous devez éviter les contacts rapprochés avec d'autres personnes et donc même avec les personnes qui habitent avec vous. Ça veut dire porter le masque, même avec votre conjoint, avec vos enfants. Il vaut mieux éviter de dormir dans le même lit, par exemple. Et pour le rapport, eh bien, avec vos enfants, vous pouvez évidemment faire un câlin, mais mieux vaut porter le masque. Il faut rester prudent et il faut éviter aussi d'être en face à face avec votre enfant, plutôt sa tête sur votre épaule. C'est une question évidemment de bon sens pour éviter que le virus ne se propage. Merci Clémence pour toutes ces précisions. Les protocoles sanitaires, ils évoluent aussi dans les maisons de repos. L'objectif, c'est de ne pas revivre la situation de la première vague. Le personnel et les résidents sont aujourd'hui bien mieux préparés. Benjamin Carly a pu le constater dans un établissement namurois. Fa, sol, fa. Oui, ah oui, d'accord. Leçon de piano dans la chambre de cette résidente ce matin. Dans cette maison de repos namuroise, toutes les activités sont maintenues pour le moment. Seuls les retours des résidents en famille ne sont plus autorisés depuis la semaine dernière, car ici personne n'est positif pour l'instant et le personnel espère se faire tester le plus régulièrement possible pour éviter de faire rentrer la maladie dans l'institution. Ils puissent être écartés si jamais il y en a et que les résidents ne soient pas touchés par cette deuxième vague, puisque c'est eux qui sont le plus impactés. Et le plus vulnérable aussi si jamais il y a une deuxième vague ici. Car lors de la première vague, la maison de repos qui compte actuellement 67 résidents a été fortement touchée. Mais la grande différence avec le printemps dernier, c'est qu'aujourd'hui la maison de repos ne doit plus prendre des décisions dans l'urgence. L'accalmie de cet été nous a permis de nous remettre en question, d'analyser ce qu'on avait bien fait lors de la première vague, moins bien fait, et donc de réécrire des procédures, de les valider avec des experts hygiénistes, infectiologues du CHU. Nous avons commandé du matériel en suffisance pour faire face à une éventuelle rupture de stock. La plus grande crainte pour le personnel, mais surtout pour les résidents, c'est un reconfinement total. Si demain les visites des proches sont totalement interdites, cela risque d'être encore plus difficile à vivre que la première fois, comme le confirme Maggie de Donder, tout juste 90 ans. Il faut essayer de ne pas sombrer. Ça, je sais bien. Ne pas trop penser au passé et aller de l'avant. Tout le temps. Sinon, c'est la cata. Quelques chambres plus loin, Francine Mauroy tricote une écharpe pour l'un de ses 7 petits-enfants. Cette nonagénaire reçoit de la visite de sa famille tous les jours, mais regrette déjà de ne plus pouvoir aller chez eux. Oui, on peut les voir. Mais moi, je ne peux pas sortir pour l'instant. Ça ne vous ennuie pas trop? Quand même. Oui, quand même. Si, ça, moi, surtout que je sortais beaucoup. Dans cette maison de repos, tout est donc fait pour essayer de maintenir la vie la plus normale possible en prenant le maximum de précautions, même si on s'attend à de nouvelles restrictions très prochainement. Effectivement, cette situation peut évoluer dans les prochains jours. Nous allons d'ailleurs faire le point avec Vincent Frédéric. Vous représentez les maisons de repos privées. Alors, situation sous contrôle pour l'instant, mais elle évolue. Aujourd'hui, on a environ un quart des décès constatés dans les maisons de repos. Ça vous inquiète ? Mais ce qui nous inquiète, c'est la situation générale du développement de l'épidémie dans le pays. Une maison de repos, ça n'est pas une île au milieu d'un océan tranquille, hein. La maison de repos, elle est dans un environnement où le personnel entre et sort tous les jours. Donc forcément inquiet, je dirais plutôt extrêmement attentif. Donc les maisons de repos ont le matériel, les procédures ont été enseignées, données, répétées, elles sont disponibles. Mais donc actuellement, on est extrêmement attentif et l'objectif est absolument, je dis bien absolument, d'éviter un reconfinement total en ce qui concerne les contacts avec les familles. Ça, c'est l'objectif de tous et on entend bien le maintenir. Alors, est-ce que le personnel, en premier lieu, est mieux préparé que lors de la première vague, mieux armé ? Mais le personnel est mieux armé parce que le matériel est disponible.
parce qu'il y a eu des cours qui ont été donnés pour savoir comment l'utiliser de manière la plus pertinente possible. Mais maintenant, donc, le risque est toujours là et le défi, maintenant, il va sans doute y avoir une certaine révision des procédures à Bruxelles et en Wallonie. Ça sera le cas aujourd'hui pour Bruxelles, mais toujours avec le maintien du principe des visites. Donc ça, c'est un point essentiel. Maintenant, restera la question de l'absentéisme, qui est encore sous contrôle, mais qui, avec les certificats de quarantaine dont on vient de parler dans le sujet précédent, peut évidemment poser problème. Oui, justement, Monsieur Frédéric, Monsieur Frédéric, j'allais y venir. Il y a de plus en plus d'absences parmi le membre du personnel. À un moment, vous allez avoir besoin d'aide, comme on l'avait vu dans la première vague, un renfort de l'armée, pourquoi pas? Ça peut être une solution. Mais c'est une solution qu'on souhaite éviter. L'armée était très précieuse, mais ce qui est très inquiétant, c'est d'abord la situation des hôpitaux, qui sont eux aussi confrontés à un problème d'absentéisme général. Or, le personnel des maisons de repos, comme celui des hôpitaux, c'est du personnel qualifié. Donc, il faut absolument que tous respectent les consignes, et surtout tous respectent les consignes de distance sociale. C'est impératif. Ici, pour l'instant, la situation est sous contrôle, mais ça suppose une attention du personnel, des directions, des résidents et des familles, et aussi de la société en général. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric, d'être intervenu dans le Trésor. Nous l'avons compris, dans les maisons de repos, on reste bien sûr extrêmement vigilant. Ce coronavirus, il s'est aussi invité dans les prisons. Quarantaine et confinement se sont parfois imposés. Alors, les mesures sanitaires sont-elles suffisantes de ce côté-là? Eh bien, le nouveau ministre de la Justice est allé voir ça sur le terrain. Laurent Enrard, vous avez d'ailleurs suivi cette visite de Vincent Van Quickenborne à Andenne, exactement. Oui, Vincent Van Quickenborne a passé une bonne heure ici derrière moi à la prison d'Andenne. Le nouveau ministre de la Justice a rencontré les membres du personnel, les agents pénitentiaires, les infirmières et il a pu s'entretenir avec un détenu. Une rencontre qui a permis de faire le point sur les conditions de détention depuis la pandémie du coronavirus. C'était évidemment un des objectifs de cette visite. Le ministre de la Justice a pu voir ce qui a été mis en place à la prison qui a dû s'adapter, qui a dû revoir ses horaires de visite, qui a dû également aménager des lieux d'accueil. Une situation bien particulière. La directrice de la prison me disait d'ailleurs qu'en prison, on est face à un double confinement, tant la situation est particulière. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Olivier Van Gelder et Vincent Bayonnet. Le nouveau ministre de la Justice en pleine discussion avec un détenu sur les conditions de détention depuis le coronavirus. Toutes les semaines, donc, on a le droit d'avoir une vidéoconférence. J'en profite pour sonner à l'étranger ou à ma compagne. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit regard sur l'extérieur, on va dire. La prison d'Andenne compte un peu plus de 400 détenus. Un seul cas de coronavirus a été détecté, c'était en mars. Mais depuis, des mesures ont été prises pour éviter toute pandémie à l'intérieur de l'établissement. Un des lieux sensibles, c'est la salle des visites. La prison, c'est une petite ville, donc on doit s'adapter, on doit appliquer les mesures qui nous sont données par notre administration et qui correspondent aux mesures qui sont mises en application dans la population locale. Donc ici, on a dû par exemple mettre des plexiglas pour les salles de visite. Et puis on devait, en fonction de l'évolution du virus, permettre plus ou moins de liberté aux détenus. Les horaires des visites ont été revus, une par semaine, maximum pendant 1 heure et sur réservation. Les visites hors surveillance, elles, sont supprimées. Heureusement, les détenus peuvent continuer leur travail dans l'atelier de production. Une nécessité pour eux. On occupe ici à peu près entre 90 et 120 détenus par jour. Ça représente plus ou moins 1/3 de la population carcérale d'Andenne, ce qui permet de diminuer un peu la tension. Maintenir le calme, occuper les détenus, c'est aussi l'objectif de l'atelier de soudure. 12 personnes sont occupées ici en permanence. C'est un lieu important, c'est un lieu d'apprentissage. Que ce soit l'atelier, mais également dans la classe aussi. Des cours de technologie, dessin technique, mathématiques. Ça prend tout l'ensemble d'une année scolaire. Si la prison d'Andenne s'en sort bien avec un seul cas de coronavirus, d'autres établissements ont eu plus de difficultés. On a eu quelques problèmes, notamment les prisons de Namur, de Saint-Gilles et de Huy. Namur et Saint-Gilles sont maintenant, on a enlevé le confinement. À Huy, il y a encore la quarantaine. Pour le reste, dans toutes les prisons, la situation pour le moment est sous contrôle. Mais tout le monde craint pour les prochaines semaines, car la pandémie est loin d'être finie.
Et puis revenons un instant sur la fermeture des établissements Horeca. Cela ne concerne pas les hôtels. Ils peuvent toujours accueillir des clients et même leur servir à manger. Reportage de Martin Collier à Mons. Dans le restaurant de cet hôtel montois, les tables ne manquent pas, mais les clients sont rares ce midi. Ici, on peut encore servir à manger, mais uniquement à ceux qui passent la nuit. Alors à l'entrée du restaurant, il faut montrer patte blanche. On reçoit la liste des clients qui séjournent dans l'hôtel, donc qui sont bien présents dans l'hôtel. Et donc on leur demande leur nom. Une fois qu'on a contrôlé qu'ils logeaient bien en chambre, alors on peut les installer à leur table. Et donc il faut avoir une chambre pour pouvoir prendre son repas dans l'espace restaurant. Donc ça c'est quand même mieux qu'au premier confinement où les gens devaient être en room service avec un plateau, etc. Là au moins ils peuvent quand même se mettre à table. Une bonne nouvelle pour ce travailleur français, un peu pris de court, il n'avait tout simplement pas d'autre solution. Je suis arrivé ce matin, je ne m'attendais pas en fait à ce que la situation soit celle-ci. Et donc ne trouvant pas de restaurant, j'étais content de savoir que le restaurant de l'hôtel était ouvert. Dans cet hôtel, on ne parle pas de concurrence déloyale par rapport au restaurant, car ici, les clients extérieurs qui viennent uniquement pour manger vont disparaître. 40 couverts la semaine et jusqu'à 200 le week-end. On va vraiment le sentir évidemment les week-ends, où on a des buffets, etc., où il y a toute une clientèle locale qu'on perd. On va avoir au niveau F&B, donc au niveau de la restauration, on va certainement avoir un bon 40-50% de chute sur cette période ici. Le respect des mesures dépendra principalement des hôteliers eux-mêmes, car pour la police, difficile de contrôler. On va d'abord faire attention à ce que le couvre-feu soit respecté, à ce que les différents établissements de l'Horeca soient fermés et également à ce qu'il n'y ait pas de soirées sauvages ou d'organisation de soupers de grande ampleur au niveau des particuliers. Donc j'allais dire, c'est clair que l'hôtellerie c'est une partie de notre attention, mais pas uniquement, et on a d'abord des points qui nous semblent plus importants à vérifier, à contrôler d'abord. Reste qu'en cas de non-respect, les amendes peuvent être salées, 250 € pour le client fautif et 750 € pour le tenancier. Et notez que ce soir, l'émission Question en prime reviendra une fois encore sur le coronavirus. Sacha Daout nous donne rendez-vous juste après le JT de 19h30. Bonjour à tous. Les règles de testing changent au moins jusqu'au 15 novembre prochain. L'objectif est de diminuer la pression dans les laboratoires et les centres de dépistage qui sont débordés. Désormais donc, seuls les malades avec symptômes, les personnes de plus de 65 ans ou encore le personnel soignant, toutes ces personnes seront testées. Pour les autres personnes, celles qui n'ont pas de symptômes mais qui ont côtoyé quelqu'un de positif à moins d'1,50 m, ce sera à quarantaine pendant 10 jours, mais pas de test. Idem pour les personnes qui reviennent de l'étranger en zone rouge, quarantaine mais pas de test. Notez encore que d'ici la fin de la semaine, l'accès au centre de dépistage se fera aussi via rendez-vous. La première nuit du couvre-feu en Belgique s'est passée dans le calme selon les premiers échos qui nous sont revenus. À Bruxelles, une vingtaine de PV ont été dressés. Les contrevenants encourent une amende de 250 €. Je vous rappelle que le couvre-feu est d'application de minuit à 5 h du matin. L'Irlande est le premier pays de l'Union européenne à se reconfiner dès demain, mercredi. Les écoles resteront ouvertes par contre, mais l'ensemble des commerces non essentiels devront fermer, de même que les bars et les restaurants. Tous les Irlandais sont appelés à rester chez eux, sauf ceux qui ont un métier essentiel. Au Royaume-Uni, le Pays de Galles va également se reconfiner totalement. En France, une marche blanche est organisée ce soir à Conflans-Sainte-Honorine, là où un enseignant a été décapité pour avoir enseigné la liberté d'expression. Professeurs, élèves, habitants veulent rendre hommage à Samuel Paty. Demain, c'est un hommage national qui, lui, sera rendu à la Sorbonne. Samuel Paty qui sera décoré à titre posthume de la Légion d'honneur. Les nouvelles mesures anti-Covid concernent également le sport et les stades de football en Belgique. Après une première réunion hier entre la Pro League, les responsables de sécurité et les ministères régionaux, le nouveau protocole du championnat de Belgique doit être validé aujourd'hui. Il devrait réduire de moitié la capacité actuelle des stades belges. Consommer des boissons et de la nourriture devrait également être interdit. Un nouveau protocole qui devrait entrer en vigueur dans les stades de football dès ce week-end. Sur le terrain, retour de la Ligue des Champions ce soir avec le début des phases de poule. Le club de Bruges se rend au Zénith Saint-Pétersbourg. Coup d'envoi à 18h55. Enfin du cyclisme et le début aujourd'hui du Tour d'Espagne. Dernière grande course à étapes de la saison. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci d'être à notre écoute.